chemin d'avenir. De l'espérance à la prospérité. La révolution numérique, on peut le dire, est bien enclenchée au Congo. Pour booster ce phénomène, un Congolais pur sang, Véron Mankou, a décidé d'implanter à Brazzaville la toute première usine de montage de téléphones mobiles en Afrique. L'usine se trouve dans cet immeuble de la Pointe Hollandaise, au 2e étage. Alors, pendant que je prends l'ascenseur pour me hisser là-haut, je vous laisse suivre le reportage intro de celui qu'on surnomme le Mao Tse-tung du portrait et de la biographie. J'ai cité Joachim Yafuna Mbungu. A tout à l'heure. Lorsqu'en septembre 2011, VMK lance sa première tablette tactile WeiC Made in Africa, l'expérience lui réussit et fouette davantage son énergie au point où il met successivement sur le marché le premier smartphone africain appelé Elikia en 2012, le téléphone basique Elikia Moke en 2013, Elikia L en 2014 et Elikia S et X récemment en 2015. Malgré toutes ces avancées, il n'était toujours pas satisfait du résultat. Véron s'identifiait encore à un avion qui était en bout de piste et qui n'avait pas encore réussi son décollage. Pour lui, le rêve le plus grand, c'était de créer à Brazzaville, capitale du Congo, une usine de fabrication, d'assemblage et de montage de téléphones. Depuis des années, le projet lui taraudait la tête. Aujourd'hui, c'est chose faite. VMK a inauguré son usine. Il a pour cela ouvert les portes de cet univers peu commun au public à 5 membres du gouvernement et à la presse pour une visite guidée des lieux, une façon de dire « venez témoigner la naissance de ce bébé tant attendu ». Je suis fortement impressionné, mais je vais faire court. C'est bravo, il s'agit d'un success story. Bon, à voir comme ça, c'est simple, mais derrière ça, il y a un grand travail, une grande passion d'entreprendre, passion de créer, passion de faire. Dans son opuscule qu'il a écrit, il disait qu'il faut faire du Congo une terre de technologie. Je crois que, par exemple, il fait là la preuve par A plus B que c'est possible, que le Congo peut venir et peut devenir effectivement une terre de numérique. Et nous l'en félicitons énormément. Pour confirmer sa place de premier fabricant de téléphones et de tablettes tactiles en Afrique, VMK a pris l'option de ramener la production de ses produits en Afrique, en République du Congo notamment. Je suis convaincu que Véron Mankou va, sans doute, il ne me l'a pas dit, il ne m'a pas fait confiance, mais j'en suis sûr, la logique, entre guillemets, économique, industrielle, le lui imposera de toute façon. S'impliquer et être très rapidement, j'en suis sûr, un des leaders également dans ce domaine. Installée sur l'avenue de la Pointe Hollandaise à Mpila, l'usine s'étend sur une surface de 500 mètres carrés. La capacité mensuelle de production des ateliers d'assemblage est estimée à 350 000 téléphones. Nous sortons, comme vous le savez, du Forum Forbes sur l'économie numérique. Et l'économie numérique, comme vous l'avez suivi hier, ce n'est pas seulement du virtuel, c'est-à-dire qu'elle naît dans les réseaux, elle naît dans l'intelligence humaine, mais en réalité, pour qu'elle soit une économie numérique, il faut qu'elle existe dans le réel. Vous avez vu qu'on a parlé du e-commerce, par exemple, hier. Mais le e-commerce, il est d'abord e-commerce quand on commande, mais la livraison, elle est réelle, on vous livre un produit. Et bien de même, quand on va parler de l'Internet, on va parler de toutes les applications qu'a évoqué le ministre Bruno et toi tout à l'heure. Tout cela suppose une production de biens et de services. Et là, nous avons la traduction, grâce à cette usine, d'une application industrielle en matière d'économie numérique. L'usine est composée d'une ligne de production, d'un laboratoire de tests, température, résistance, durée de vie des téléphones, d'un bloc de réparation de défauts afin d'éviter la sortie des produits non opérationnels, d'un magasin de matières premières, d'un bloc de bureau administratif et d'une zone tampon. 60% de la main-d'œuvre est congolaise.
Une dizaine de jeunes gens formés en Chine travaillent dans ce grand moulin à côté d'autres qui suivent une formation in situ. VMK, je l'ai accompagné depuis le début de son projet. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Au moins, ce que nous avons dit hier sur le numérique s'applique le lendemain. Aujourd'hui, VMK a posé les bases de la partie équipement, alors que tous les jeunes Congolais, que tous les adultes intelligents, que chacun cherche une solution. Pour les contenus, on n'a pas besoin d'être riche pour démarrer. La preuve en est que VMK a démarré avec son idée. Et bravo, bravo, bravo à VMK que cet exemple soit suivi. Véron Mankou a-t-il atteint son objectif? La réponse à cette question est très mesurée. Pour lui, c'est une étape. Il y a d'autres challenges à venir. Pour ça, il a besoin du soutien des 4 millions de Congolais pour booster chaque jour qui passe le numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication en Afrique. Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Me voici donc à l'intérieur de l'usine VMK. Les ouvriers sont en plein travail, comme vous pouvez le constater. Nous leur avons demandé de vaquer normalement à leur activité. Ainsi, je vais inviter le directeur général, Véron Mankou, à bien vouloir me rejoindre sur ce plateau improvisé. Monsieur le directeur général. Véron Mankou, vous voici enfin dans cette usine que vous aviez annoncée il y a 3 ans dans notre émission. Que de chemin parcouru. J'imagine que ce n'était pas facile. Dites-nous comment les choses se sont passées. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on se battait pour faire que ce rêve devienne une réalité. Vous savez, techniquement, sur le plan technique, j'ai toujours dit qu'il n'y avait aucune difficulté. Mais la vraie difficulté, elle était psychologique. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas prêts à croire qu'on pouvait faire une usine de téléphonie mobile en Afrique, surtout au Congo. Donc on a dû lutter face à ces préjugés. Et une fois que cet obstacle psychologique a été dépassé, il restait l'obstacle financier. Et là encore, bien que certains se disaient que c'était possible de le faire, mais beaucoup ne voulaient pas nous accompagner. Et si on n'avait pas eu le soutien du gouvernement, je ne pense pas que ce projet aurait pu se réaliser. Qui c'est qui ne croyait pas en vous? Beaucoup de gens. Vous savez, même en interne, c'était une trop grosse pilule pour être avalée. Et donc on a dû, avant de convaincre à l'extérieur, on a dû convaincre les équipes en interne que le projet était viable et c'était vers cette direction qu'il fallait partir. Et donc ceux qui n'ont pas voulu nous accompagner, bien entendu, ce sont les institutions qui pouvaient nous aider à lever les fonds, qui ont pensé que personne ne pourrait accepter de financer ce projet parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait se réaliser. Et beaucoup, lorsque nous avons fini de monter cette usine, on les a invités visiter, ils se sont... Bon, trop tard, mais ils se sont excusés d'avoir pas cru en nous. Mais j'espère qu'ils vont se rattraper sur les challenges à venir. Alors, parce que le gouvernement vous a aidé sous quelle forme? Le gouvernement nous a aidés, vous savez, sur 2 formes. Premièrement, nous apportons une partie du financement qui nous a permis de financer donc cette opération. Et deuxièmement, dans la partie administrative, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de l'assistance douanière, voilà, tous les verrous qu'on avait sur notre chemin, les verrous administratifs, ont été sautés grâce à l'appui du gouvernement. Et le gouvernement vous a donné combien? Pas assez, mais assez pour finir ce projet. Est-ce qu'ils vous ont remis de l'argent à vous, de l'argent liquide? Vous savez, ça c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le pays qui disent que nous, on a reçu l'argent du gouvernement. Non, oui. Le gouvernement ne nous a jamais donné de l'argent. C'est-à-dire que moi, Véron Mankou, ainsi que les membres de l'équipe de VMK, personne n'a jamais vu l'argent du gouvernement. C'est-à-dire que quand nous, en 2011, quand on a commencé à chercher les financements et qu'on est allé voir le gouvernement, à l'époque, on demandait 100 millions. C'était, face aux jeunes que nous étions, assez gros pour qu'on nous le donne. Ah oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, le ministre des Finances avait dit que nous finançons votre projet en payant vos fournisseurs. Vos factures, voilà. C'est-à-dire que nos fournisseurs envoyaient les factures, le ministère des Finances vérifiait et faisait le virement. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'argent du gouvernement, nous, on ne l'a jamais vu, mais on s'en est servi pour résoudre nos problèmes via nos fournisseurs, en payant les cabinets qui ont travaillé pour nous et en payant une partie des machines que nous avons ici.
Bon, parlons maintenant de l'usine. Elle a démarré quand? Vous avez combien de personnel? Quelle est la capacité journalière, la capacité mensuelle, la capacité annuelle, etc. Dites-nous tout. Alors, avec quand même beaucoup de retard, l'usine a commencé à tourner au début du mois de juillet. Et depuis le 13 juillet, nous avons commencé donc la partie production. Avant, c'était la formation, mais c'est toujours la formation qui va continuer tout ce mois-ci. Vous savez, dans cette usine, on va assembler beaucoup de types de produits. Il y aura des téléphones basiques, il y aura des smartphones, il y aura des tablettes, il y aura même des ordinateurs portables. Ainsi donc, actuellement, la production peut atteindre 350 000 unités par mois. C'est-à-dire que la capacité de l'usine, tout produit confondu, peut atteindre 350 000 unités par mois. Alors, quand on multiplie 350 000 fois 12, on dépasse largement les 4 millions. Donc la capacité de cette usine, c'est de 4 millions d'unités. C'est vrai que le marché congolais est trop petit pour tout absorber. C'est pour ça que nous avons commencé à nous étendre. C'est-à-dire que le VMK est déjà présent en Côte d'Ivoire depuis le mois de février. Ah, donc vous vendez en Côte d'Ivoire? Oui, nous sommes présents en Côte d'Ivoire. Nous serons présents en RDC à partir du mois d'octobre et nous serons présents au Nigeria l'année prochaine. Donc voilà, nous sommes obligés d'accélérer notre rythme d'expansion pour permettre à ce que cette production soit absorbée par le marché. Qui sont ces jeunes qui savent faire derrière nous? D'où viennent-ils? Je ne sais pas d'où ils viennent en tout cas. En tout cas, ce sont des jeunes Congolais. Quand nous étions en train de chercher ceux qui devaient travailler ici, on a fait passer l'annonce. Pour la petite histoire, on a reçu 500 demandes. Sur ces 500 demandes, on en a sélectionné 80. Ce sont les 80 qui sont ici, en train de travailler. Ils viennent de partout. Quand j'ai lu un peu les CV qui ont été sélectionnés, il y en a qui viennent de Talangai, il y en a qui viennent de Kisunzi, il y en a qui viennent de Ngangalingolo, il y en a qui viennent de Mukondo. Ben voilà, c'est tout Brazzaville. C'est à l'image de Brazzaville. On a tout le monde ici. Et ils ont été formés par qui? La formation est en cours. Au moment où ils sont en train de travailler, la formation est en cours. Ils ont été formés par des Chinois, mais aussi par des Congolais. C'est-à-dire qu'en fin d'année passée, on avait envoyé une équipe en formation en Chine. Oui. Cette équipe est rentrée. Nous aurons pendant 1 an ici au Congo de l'assistance technique des Chinois. Notez que c'est un projet d'abord de transfert de technologie. Et quand on fait transfert de technologie, il y en a qui ont de la technologie, il y en a qui veulent acquérir la technologie. Bon, ceux qui ont la technologie, ce sont les Chinois. Voilà pourquoi nous avons... Dans cette usine, vous allez voir qu'il y a 2 techniciens chinois qui sont là, mais en fait, ils seront plus nombreux parce qu'il y en a d'autres qui viendront grossir les rangs. Donc, notez que pour chaque type de produit, il y a une formation. Il y a une formation. Là, nous avons commencé avec les produits basiques et quand nous irons vers... Le produit basique, c'est le téléphone... Le plus basique de notre gamme, Elikia XS. Voilà, exactement. Et c'est ça qu'ils sont en train de fabriquer là. C'est exactement ce qui est en train de se passer derrière nous. Et après... nous aurons d'autres types de produits, comme je l'ai dit tantôt. Nous aurons des tablettes, nous aurons des smartphones, nous aurons des ordinateurs portables. Pour ces produits-là aussi, il faut une formation parce que tous les produits n'ont pas la même configuration. Donc pour l'instant, ils ne fabriquent que les téléphones mobiles. Ils vont fabriquer que les téléphones mobiles. Les produits de l'usine sont déjà sur le marché, ce qu'ils font là maintenant? Non, les produits de l'usine ne sont pas encore sur le marché parce qu'on a encore une grande quantité de ce qui était d'abord produit en Chine qui traîne dans nos dépôts. Parce que jusqu'ici, la fabrication se faisait en Chine. Voilà. Et c'est même le côté le plus viable de ce projet d'usine, c'est qu'à l'époque, quand on fabriquait en Chine, nous étions obligés de produire jusqu'à avoir des stocks pour 3 voire 6 mois. Parce qu'on ne pouvait pas utiliser la Chine tout le temps, c'est loin. La logistique coûte cher, quand il faut expédier, ça coûte très cher. Alors qu'avec l'usine, on peut produire sur mesure. C'est-à-dire que si demain, sur le marché, on a besoin de 5000 produits, il y aura 5000 téléphones qui seront produits. Si on a besoin de 20 000, on peut s'arranger en faisant travailler 3 équipes 24 heures sur 24 pour atteindre ces productions-là. Donc je crois que, d'après notre projection, les téléphones qui sont produits ici vont arriver sur le marché au 4e trimestre. Mais en plus, ça sera visible parce que même le package va changer pour mettre en avant Made in Congo. Fièrement Made in Congo. Made in Congo. Alors, pour l'instant, votre usine est une usine d'assemblage et non de fabrication. Quelle est la différence? Vous savez, il y a 2 choses. Il y a d'abord la fabrication et ensuite l'assemblage. La fabrication, c'est ce qui nous permet, vous savez, un téléphone, c'est beaucoup de plastique, de fabriquer ce plastique-là. Mais nous avons commencé d'abord par la partie assemblage, c'était par stratégie. Notez que dans la sous-région, même au Congo, il n'y a aucune école qui forme les jeunes sur la
même l'assemblage ou la conception de produits téléphoniques. Donc nous étions obligés de faire étape par étape pour que les gens aient le temps d'assimiler. C'est-à-dire que l'assemblage consiste donc à prendre tous les composants, à les mettre dans le téléphone, à finir le téléphone. En fait, le produit est fini dans l'assemblage. La production permet de préparer du matériel qui sera utilisé dans le téléphone, hormis composants. Ça peut être quoi? Ça peut être des coques, ça peut être des touches, ça peut être, voilà, ces détails-là. Et l'usine de fabrication est déjà prête, elle est déjà emballée dans un conteneur. Notre problème à nous, c'est que nous manquons le personnel qui va démarrer avec cette usine-là. C'est-à-dire qu'il faut envoyer du personnel en Chine pendant une certaine période pour apprendre auprès des Chinois qui le font, pour revenir ici avec notre équipe aussi de Chinois pour une assistance technique encore d'une année. Et à ce moment-là, on fabriquera et on assemblera sur place. Voilà, on fabriquera du plastique sur place qu'on va utiliser lors de l'assemblage. D'accord. Alors, le 22 juillet dernier, vous avez reçu la visite de 5 membres du gouvernement, 5 ministres. Comment avez-vous fait pour les intéresser et comment appréciez-vous ce geste de leur part? Ouais, pour les intéresser, en fait, ils étaient déjà intéressés dans la genèse du projet. Vous savez que nous avons, dès le départ, reçu un accompagnement du ministère du Développement industriel. Voilà pourquoi le ministre d'État était ici. Étant dans un domaine qui est des télécommunications, il était normal que le ministre des Télécoms, qui a participé au projet, qui nous a soutenus, tous ces ministres-là font partie des pôles des ministres qui nous ont soutenus, y compris le ministre de la Recherche scientifique. C'est un peu normal, nous sommes aussi normal. Du secteur. Le ministre des PME, Madame Mougani, nous sommes, je pense, encore une PME. Tout à fait. Et ajouté à cela, le ministre Alain Akwala des zones économiques spéciales, parce qu'il l'a dit lors de la visite du 22, c'est qu'il y aura une loi qui va s'ajouter pour faire que les entités peuvent devenir zone spéciale économique, et il a pensé que VMCA devrait être une zone économique spéciale, c'est-à-dire que sans être à Maluku, nous pourrons être ici et jouir de même, on va dire, de mêmes avantages, c'est-à-dire quelques parachutes dans le côté de la fiscalité, dans les facilités douanières et tout. Donc voilà, ce sont les 5 ministres qui ont accompagné ce projet depuis longtemps, et il était normal quand on leur a dit que le projet est prêt, les jeunes sont en train de travailler, ils ont voulu vérifier d'eux-mêmes et ils sont venus, ils ont vu. Nous sommes honorés d'avoir reçu autant de hautes personnalités ici. Ainsi, vos prochaines demandes d'aide seront reçues plus facilement, plus rapidement? Je ne sais pas, on donnera le temps au temps pour voir si on va avancer plus rapidement. Oui, mais à ce stade, est-ce que vous avez encore besoin d'aide? Mais on a toujours besoin d'aide, Monsieur Kako. Vous êtes père de famille et un enfant, même à 40 ans, a toujours besoin d'aide des parents. Bon, alors, au forum Forbes Afrique, qui s'est tenu à Brazzaville le 21 juillet dernier, vous avez été abondamment cité par les orateurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. Que vous apporte ce genre de forum? C'est vrai que c'était impressionnant de voir que moi, je n'étais pas sur scène, mais beaucoup de ceux qui sont passés sur scène ont cité VMCA comme exemple de ce qui se faisait de bien dans le numérique. Mais ça fait que confirmer ce que nous disions depuis toujours ici chez VMCA, que le combat que nous avons choisi, il est le bon. C'est-à-dire que donner accès à la technologie au plus grand nombre est, je pense, la condition sine qua non pour faire que nos pays émergent. Et je pense que c'est le président Ouattara qui l'a dit qu'il ne pourrait pas avoir d'émergence sans numérique. Et voilà, nous militons pour le numérique, et notre combat aujourd'hui est reconnu par nos pairs, et même au-delà, ça fait qu'honorer et nous renforcer dans notre croyance de la fiabilité de ce combat. C'est-à-dire qu'on a toujours été l'objet de plusieurs critiques, mais pourtant, d'un autre côté, on nous encourage à encore faire plus. Ce forum Forbes Afrique, on le sait, était axé sur la révolution numérique. Le Congo a-t-il intérêt à promouvoir la révolution numérique? Si oui, pourquoi? Vous savez, si le Congo ne fait pas la promotion du numérique, demain, il n'y aura plus de Congo. C'est-à-dire que dans 10 ans, les pays qui vont compter, ce sont les pays qui auront investi lourdement dans le numérique. Parce qu'il y a la Banque mondiale qui l'a dit, que quand on investit un taux de pénétration de 10% dans le numérique, c'est 1% de PIB. Et quand on voit des pays comme le Rwanda, qui sont à moins de 5 heures de vol de Brazzaville, quand on voit leur implication dans le numérique et dans les services, ça prouve que nous devons tous aller dans ce sens-là. Le Rwanda est tout le temps cité parmi les meilleurs au monde, pas en Afrique, mais parmi les meilleurs au monde. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'île Maurice, il y a le Maroc. Ce sont des pays qui investissent dans le numérique et aujourd'hui, ils ne les regrettent pas. Donc moi, je pense que, et je l'ai dit dans un livre qui est paru l'année passée, je l'ai dit. Il est ici le livre, on en parlera à la fin. Congo Terre de technologie, je l'ai dit que si nous n'investissons pas dans le numérique,
C'est-à-dire que, vous savez, il y a quelque chose de passionnant dans le numérique. Une usine, comme derrière moi, a besoin des machines pour exister, vous savez. Une mine a besoin de grosses machines pour exister. Et ce sont des machines qui coûtent cher que dont les États ne peuvent parfois pas financer. Mais le numérique n'a besoin que de 2 choses, sinon 3. C'est d'avoir un cerveau, c'est d'avoir un ordinateur et d'avoir une connexion Internet. Et avec ça, on peut faire des grandes choses. Vous avez des entreprises comme Microsoft, vous avez des entreprises comme Google, vous avez des entreprises comme Facebook. À 3, et je peux même citer encore Apple. À 4, ces entreprises représentent plus d'argent que toutes les entreprises pétrolières au monde. Parce que c'est juste un ordinateur, c'est juste une connexion Internet, c'est juste des cerveaux. Et moi, je pense que ça, au Congo, on en a abondamment. On a 4 millions de cerveaux au Congo. Donc, il faudrait peut-être essayer d'avoir 4 millions d'ordinateurs, une connexion Internet partout. Vous avez été au Rwanda et on dit que le pays de Kagame figure parmi les 7 pays les mieux gérés au monde. Est-ce que vous confirmez? Ben oui, je confirme. Le rapport est sorti il n'y a pas longtemps. Le Rwanda est parmi les 7 pays les mieux gérés au monde. Pourquoi? Mais grâce au numérique. C'est-à-dire qu'au Rwanda, pour créer une entreprise, c'est en moins d'une journée. C'est-à-dire que le temps que cette émission commence, à la fin de cette émission, vous avez votre entreprise. Et ça coûte pratiquement rien. Alors qu'on a d'autres pays, dont les nôtres, où ça prend encore du temps, où ça coûte encore cher. Donc voilà, ils ont mis le numérique dans chaque point de la vie administrative. Ils ont le e-government. Citons par exemple la Côte d'Ivoire dont le président Alassane Ouattara nous a dit lors du Forum Forbes que le conseil de ministres se faisait même grâce à une application mobile. Donc voilà, ce sont des avancées vers lesquelles nous devons y aller. C'est-à-dire que dans le numérique, il n'y a jamais de honte à s'inspirer de ce que les autres font. Parce que c'est là où il faut aller. Et moi, je pense que le Congo a tout à gagner à investir massivement dans le numérique. Et investir massivement dans le numérique ne veut pas seulement dire mettre des fibres optiques partout, non. Ça veut dire aussi investir lourdement dans la formation. Investir lourdement dans la formation et avoir une très forte régulation. Parce que dans le problème du numérique, c'est ça. La régulation permet de donner l'accès aux technologies au plus grand nombre. C'est-à-dire que grâce à une bonne régulation, on aura peut-être Internet moins cher, mieux, de meilleure qualité pour tout le monde. Donc voilà, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. En amont, on a l'investissement, en aval, on a l'utilisation, mais au milieu, on a la régulation et tous les services qui tournent autour. Bon, le président Ouattara, l'autre jour, a dit que le Conseil des ministres en Côte d'Ivoire utilise le numérique. Bon, on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu dire par là. Est-ce que vous... Pour avoir été conseiller d'un ministre, je peux vous dire qu'à la veille d'un conseil de ministre, ils reçoivent souvent des parapheurs avec les documents qui vont être traités avec tous les éléments. Voilà. Alors qu'en Côte d'Ivoire, d'après l'explication du président Ouattara, chacun vient juste avec sa tablette parce que tout est préchargé en amont et ils ont le temps de le lire facilement et de le lire pendant le conseil de ministres. Ça permet, d'avoir moins de documents, d'imprimer moins de papier. Qui dit imprimer moins de papier pense notamment à l'environnement. Donc voilà, si on arrive à une informatique dématérialisée, ça veut dire qu'il y aura moins d'arbres qui seront coupés et ça sera une bonne nouvelle pour le bassin du Congo. Un de vos collaborateurs m'a dit qu'après ce coup, vous ne jubilez pas, vous êtes serein. Pourquoi ça? Mais je le répète encore, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est qu'il n'y a pas de triomphalisme. Pour nous, ça peut être aussi marquant que peut être ce que vous avez derrière nous, mais pour nous, c'est un pas. Nous ne sommes pas encore arrivés à notre apogée, il y a encore d'autres pas que nous allons faire. Si on commence à jubiler sur ce pas-ci, je ne crois pas qu'on irait loin. Vous savez, aussi douloureux que peut être l'enfantement, peut être une grossesse pour une femme, mais la naissance, c'est la chose la plus simple. Parce qu'après, il faut élever l'enfant, il faut que l'enfant jusqu'à l'émancipation. Donc, on ne peut pas jubiler parce que l'enfant est né. On doit plutôt se battre, on doit plutôt se réarmer, chercher les moyens pour élever l'enfant, pour que l'enfant s'émancipe. C'est vrai que quand l'enfant s'est émancipé, vous êtes un père. Un enfant est né, vous êtes heureux. Mais un enfant a un diplôme, un enfant a eu un poste enviable, là vous êtes heureux. Donc pour que nous soyons heureux, il faut que ce projet réussisse et qu'il apporte beaucoup d'autres petits. Les 11e Jeux africains. Plus de 50 pays, 500 athlètes, 20 disciplines, 15 jours de compétition pour la médaille d'or. Le Congo vous accueille avec ses infrastructures modernes pour les 11e Jeux africains de Brazzaville, du 5 au 19 septembre 2015. Le chemin d'avenir, de l'espérance à la prospérité. Quelles sont vos perspectives? Que voulez-vous faire de VMK dans 5-10 ans? Alors, comme je le dis, les gens parlent de prétention.
pas d'orgueil, mais il n'y a pas d'orgueil. Vous savez, mon rêve pour VMK, il est simple. Dans 10 ans, je veux que nous soyons le numéro 1 en Afrique. Pourquoi je le dis? En Amérique, en Occident, le numéro 1 est une entreprise occidentale, Apple. En Orient, le numéro 1 est une entreprise orientale, Samsung. Et pourquoi voulez-vous qu'en Afrique, ça puisse être Samsung ou Apple pour se battre le leadership? Non, l'Afrique appartient aux Africains et nous disons, pour avoir peut-être été les pionniers, nous méritons la première place. Voilà pourquoi on a commencé à s'étendre, mais malheureusement, on n'a pas les moyens. On a encore une jeune pousse, une start-up, mais nous espérons qu'on va être accompagnés et pour nous permettre d'être le leader en Afrique. Voilà, donc pour y arriver, bien sûr, on a besoin de financement, bien sûr, on a besoin de talent, mais on a besoin d'abord d'avoir les moyens de notre ambition. C'est de l'ambition. Quand on dit qu'on veut être ceci demain, on travaille pour être cela demain. Et moi, je pense que nous pouvons faire mieux si on est mieux accompagné. Bon, je vous ai entendu dire l'autre jour que nous sommes le premier pays francophone à ériger une usine de fabrication, d'assemblage, etc. Alors, vous voulez dire qu'en France, en Belgique, au Canada, il n'y a pas d'usine de ce genre? En effet, nous sommes le premier pays francophone dans le monde. Ah. Nous sommes le premier pays francophone, c'est-à-dire que pas en Afrique, dans le monde, à avoir ce que vous voyez là, une usine qui fait du made in dans les téléphones. Il n'y en a pas en France, en Europe, aucun pays francophone là. En Afrique, aucun pays francophone là. Qu'est-ce qu'on trouve? Je me rappelle même d'une pique, France, alors? mais ça vient de Chine, ça vient de Mexique. Je me rappelle même d'une pique quand on a lancé l'usine. C'est le magazine Le Point qui l'a écrit, que bravo, il y a une usine de fabrication de téléphones au Congo. Vivement 15 jours qu'ils puissent en avoir en France. Et donc voilà. Sur ce point, journal Le Point qui le dit. Oui, c'est Le Point dont je pense qu'on n'a pas à refaire un procès sur leur objectivité ou leur impartialité. Ils l'ont dit, il n'y en a pas en France. Il y en a au Congo. Ces jeunes ouvriers que nous voyons. Non, le personnel de VMK, c'est combien d'agents en tout? Je peux vous assurer qu'à cet instant, je suis incapable de vous donner le chiffre exact. Ce que je sais qu'ici, nous avons 80, mais nous ne sommes que dans une partie de VMK. De l'autre côté, on a une équipe commerciale, on a une équipe technique, on a une équipe financière. À l'époque, quand on prend les saisonniers, on a voisiné la centaine, mais au-delà du Congo, on a une équipe en Chine, on a des bureaux en Chine, on a une équipe en Côte d'Ivoire qui est en train de s'étendre, on aura une équipe en RDC, mais actuellement, je pense que nous avons frôlé les 200 personnes chez VMK. Déjà. Oui, et ce chiffre va être ringardisé parce que quand on va se lancer en RDC à la fin de l'année, quand on va se lancer au Nigeria l'année prochaine, ben, je pense qu'on sera beaucoup plus nombreux. Bon, Véron Mankou, vous créez des emplois, c'est vrai, mais ces jeunes-là, ils sont payés combien par mois? Ces jeunes que nous avons derrière, ils sont en formation. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un très bon plan de carrière chez VMK. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'usines ici au Congo, dans d'autres secteurs. Mais quand on essaie un peu d'évaluer, ceux de VMK s'en sortiront mieux. Ce que je peux dire, c'est que voilà, il y a un vrai plan de carrière de chez VMK. Il y en a qui sont chez VMK depuis le début, qui sont toujours là, avec un bon plan de carrière, un bon plan d'avancement. Donc voilà. Mais pour que ça continue à être aussi bon, on a besoin de l'implication de tous. Je suis heureux que nous avons un public sur le marché qui nous accompagne bien en achetant nos produits et ça contribue aussi à créer de l'emploi au Congo. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que la politique vous tente, Véron Mankou, député Mankou, sénateur Mankou, pourquoi pas? Ben, c'est difficile d'être sénateur à moins de 30 ans. Vous savez, nous on fait déjà de la politique chez VMK. On a une politique commerciale, on a une politique marketing, on a une politique stratégique. Donc, quand on définit la politique comme la gestion de la cité, mais on est déjà des politiciens parce que tout ce monde-là, ils font partie de la cité. Le fait est que nous gérons tout ce monde-là, et ça fait partie de la vie de la cité. Donc, en gros, on est déjà politiciens. Parlons de la politique institutionnelle. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Mon premier challenge, c'était d'avoir pris ce projet en commençant d'un bout de papier, on est arrivé à cela. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Et par rapport à ce que je suis sûr que si on me donne un challenge qui est à mon hauteur, je ne crois pas que je dirais non, mais ça ne peut pas seulement être politique. Pourquoi seulement la politique? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, tant dans le privé que dans le public, peut-être même dans le public. Je crois que le rêve de tout un homme, c'est de servir son pays. Je sers mon pays en tant qu'entrepreneur. Si mon pays me demande plus,
pourquoi dirais-je non? Je ne sais pas, mais bon, voyons voir ce qu'on va me proposer. Vous avez créé la fondation Bantu Hub. Qu'est-ce que cela veut dire, Bantu Hub? Alors, la fondation Bantu Hub est partie d'un simple constat. C'est-à-dire que quand nous, on a commencé à faire ce qu'on faisait, on a eu de la lumière de tout le monde. Tout le monde a parlé de VMK, tout le monde a parlé de Véron Mankou, tout le monde a parlé de cette entreprise congolaise. Mais on ne parlait que d'une seule entreprise. Mais moi, je considère que des VMK, des Véron Mankou, il y en a des milliers au Congo. Mais ils n'ont peut-être pas eu la chance que nous avons eue d'avoir su être là au bon moment pour recevoir cet éclairage-là. Donc ce que nous faisons avec la Fondation Bantu Hub, c'est un peu une pépinière de talents dans la technologie et dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on veut créer, permettez-moi l'expression, d'autres VMK, d'autres Véron Mankou. Parce que moi, je pense que si nous sommes nombreux, c'est une bonne chose pour le pays. Tout à l'heure, je viens de dire que VMK a avoisiné les 200 personnes. Donc 200 emplois créés. S'il y avait 10 initiatives comme les nôtres, ça ferait 2000 emplois. Si on avait 1000, ça ferait 200 000 emplois. Si on avait 10 000, oulala, le Congo importerait des talents parce qu'il manquerait du travail au Congo. Donc voilà, la Fondation Bantu Hub n'a que pour but de celle-là, c'est-à-dire de créer des entrepreneurs dans le secteur de la technologie et de promouvoir la technologie. La politique générale du Congo dit qu'on veut être un pays émergent en 2025. Nous, dans la Fondation Bantu Hub, et je l'ai dit dans mon livre, nous disons que c'est impossible d'être un pays émergent sans être une terre de technologie. Les pays émergents aujourd'hui sont lesquels? C'est la Chine, c'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Russie. Mais tous ces pays sont des terres de technologie. Allez-y, vous verrez que la technologie là-bas, c'est vraiment la pointe. Et si nous voulons être un pays émergent, il faut commencer par le numérique. Il faut qu'on ait un écosystème numérique stable. Comme l'a dit le président Ouattara, pratiquement. Exactement. Donc, la Fondation Bantu Hub n'a que pour but d'accompagner cette ambition de faire du Congo une terre de technologie et en créant des startups, en créant une motivation, poussant les gens à investir et à s'intéresser au numérique. Un projet à but non lucratif et un projet qui est en train de montrer son importance parce que parmi les startups que nous accompagnons au Bantu Hub, il y a une startup congolaise qui s'appelle Tsinda, qui a été élue ou nommée à la dernière Assemblée générale d'Abidjan l'une des 10 entreprises les plus innovantes en Afrique. Une start-up congolaise parmi les 10 entreprises, les 10 start-up les plus innovantes en Afrique dans le secteur de la finance. Ça se passe ici au Congo. Et donc voilà, notre travail à nous c'est ça, c'est de faire sortir ces talents et de les pousser. Alors, les nombreux jeunes qui nous regardent, qui aimeraient se retrouver un jour là, assis, en train de travailler, qu'est-ce que vous leur dites? Y a-t-il un recrutement en vue? Y a-t-il une sélection en vue? Qu'est-ce que vous prévoyez? Le recrutement est permanent. C'est-à-dire que le but de VMK, vous savez, nous sommes une petite entreprise. Oui. Face à nous, on a des géants comme Apple, comme Samsung, comme d'autres qui parfois ont près de 100 000 employés. Face à eux, si nous voulons survivre, nous devons avoir les meilleurs employés qui soient. Et donc ceux qui pensent et ceux qui savent qu'ils sont meilleurs dans leur discipline, c'est continuel. Venez, on va étudier votre cas et si vous êtes convaincant, vous serez là. Et vous savez, moi j'aime travailler avec des personnes intelligentes. Ça me rend plus intelligent. Absolument. Et donc tous ceux qui sont passionnants et intelligents, ils n'ont pas d'autre choix que de venir chez VMK parce que c'est ici qu'il faut être. Véron Mankou, pour terminer, je voudrais rappeler que vous avez publié l'année dernière aux éditions L'Harmattan un livre intitulé « Congo, terre de technologie, objectif 2025 ». Rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui j'espère le liront, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Qu'est-ce que vous dites là-dedans? Dans ce livre, je dis d'abord que tous les pays développés se sont basés sur le numérique. Si on n'est pas basé sur le numérique, on ne sera pas développé. Se baser sur le numérique, c'est deux choses en particulier. Premièrement, un État ne peut pas toujours tout faire. L'État peut lancer une politique, mais il est important que les privés suivent. Mais pour qu'on ait un secteur privé fort, il faut massivement investir dans l'entrepreneuriat. Et le problème que nous remarquons sur le terrain, c'est que les gens n'ont pas une logique d'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'il faut d'abord éduquer les gens sur l'entrepreneuriat, sur avoir l'initiative d'entreprendre. Ensuite, quand on a éduqué les gens, il faut les former parce que
On peut être entrepreneur, mais quand on n'est pas formé, on est un piètre entrepreneur. Vous savez, moi on connaît beaucoup qui se sont cassés la tête, pas parce qu'ils avaient des mauvaises idées, mais parce qu'ils étaient des mauvais entrepreneurs. Donc voilà, il faut éduquer, il faut former, il faut accompagner. L'accompagnement, c'est quoi? C'est d'aider les entreprises. Aujourd'hui au Congo, les entreprises qui veulent venir investir au Congo, on leur donne tout. On leur donne un peu d'impôts, on leur donne pratiquement pas de douane. Mais aux entreprises congolaises qui sont ici n'ont pas ces mêmes avantages, ce qui font qu'ils sont toujours déséquilibrés. Mais vous savez, demain, ces entreprises qui sont venues parce qu'il y a une fiscalité avantageuse, quand la fiscalité sera la même pour tout le monde, ces entreprises iront dans un autre pays. Voilà. Mais les Congolais qui sont ici, qui ont créé les entreprises, ne peuvent pas changer de pays parce que eux, ce sont ceux qui restent ici. Donc dans ce livre, je dis qu'il faut pousser l'initiative privée, il faut former les jeunes parce que les entreprises de demain auront besoin des talents exceptionnels et ces talents ne sont pas encore produits ici. Et donc je parle de la formation, je parle de l'entrepreneuriat et je partage un rêve de voir que dans 10 ans, le Congo sera une terre de technologie, un rêve de voir que dans 10 ans, on n'aura plus seulement à parler de Silicon Valley, on parlera peut-être d'une Silicon Congo. Un rêve que dans 10 ans, que nos talents à nous, nos entreprises à nous figureront parmi les meilleurs au monde. Et voilà, c'est un rêve. Vous savez, il y a un projet politique de faire le Congo une terre de technologie en 2025, mais ce projet, je n'ai nulle part vu une vision technologique. Et donc, il était important que moi, j'apporte mon éclairage sur mon expérience très petite, bien sûr, mais quand même une expérience sur ce que peut être un Congo émergent en se basant sur le numérique. Voilà, Congo, terre de technologie, un livre de 65 pages qui se lit très facilement et il est aux éditions L'Harmattan. Nous arrivons au terme de notre émission. Je ne sais pas, il y a tellement à dire dans ce domaine que je vous laisse l'occasion de le faire là maintenant dans 2-3 minutes. Déjà, j'aimerais dire un grand merci à Chemin d'Avenir, cette émission qui nous a tant aidés. Nous a tant aidé en faisant passer nos messages, en faisant connaître. C'est la troisième fois que vous passez. C'est la troisième fois qu'on passe à cette émission. Oui. Mais j'aimerais aussi dire un merci au gouvernement congolais, au président de la République, qui nous ont aussi accompagnés, notant que quand les banques nous ont refusé leur financement, c'est le gouvernement qui nous a financés. C'est-à-dire que si le gouvernement n'avait pas pensé nous financer, VMK ne serait pas là. Le ministre d'État a dit une phrase, on va dire, qui est symbolique pour nous. Quand il a visité l'usine, il a dit que le Made in Congo est né. Et le Made in Congo ne serait pas né sans l'aide du président de la République, sans l'aide du gouvernement. Mais j'aimerais aussi dire un grand merci à l'équipe de VMK. Nous sommes une petite équipe, mais nous sommes des Gaulois. Face Absolument. À nous, on a une grande armée romaine et en petits Gaulois que nous sommes, nous avons résisté et nous avançons. Donc c'est un plaisir pour moi de travailler avec cette équipe merveilleuse. Mais au-delà de cette équipe, le plus grand soutien de VMK, je vous l'ai déjà dit une fois, c'est 4 millions de Congolais. Et aujourd'hui, c'est 1 milliard d'Africains. Je remercie donc tout ce monde pour ce soutien. Vous savez, ce que nous venons de faire, je le répète, peut être peut-être quelque chose de marquant, mais ce n'est qu'un pas. Et les pas qui vont venir, croyez-moi, seront tout aussi exceptionnels. Mais pour que ces pas se réalisent, on a besoin du soutien de tout le monde, de l'accompagnement de tout le monde. Parce que VMK, ce n'est pas seulement moi, mais VMK, c'est vous. C'est eux, c'est tous ceux qui nous suivent. Et il est de l'intérêt de tout le monde que VMK soit accompagné, soit financé, soit soutenu. Sur cette note, on va dire d'espoir sur l'avenir, que je demande à tout le monde de ne pas laisser tomber VMK. Ici, vous êtes en location, je suppose. Oui. Avez-vous l'intention de vous installer un jour chez vous? Mais vous savez, tout locataire rêve de devenir propriétaire. Mais le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, tout ce que nous avons gagné, nous avons investi dans la recherche et le développement. C'est-à-dire que nous avons investi dans cela. Ce qui fait que nous n'avons pas encore pu dégager un seul bénéfice parce que la recherche et le développement nous coûte très cher. Mais avec nos projets, avec l'explosion de nos ventes et tout ce qui va suivre, nous espérons dégager assez pour pouvoir enfin être chez nous. Parce que quand vous êtes locataire, vous êtes obligé de vous acclimater sur ce qui existe. C'est-à-dire que si on avait voulu construire notre propre usine, on ne l'aurait pas construit avec hauteur sur plafond de 4. Voilà, exactement. Donc, on est obligé de s'adapter au moule, mais nous espérons que nous finirons cette décennie chez nous. Ce sera le mot de la fin, Véron Mankou. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps parce qu'on me dit que vous avez rendez-vous. Dans quelques minutes, vous devez recevoir les ambassadeurs de France et des États-Unis. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci, M. Véron Mankou. Merci. De vous être prêté à nos questions. Je vous rappelle que notre émission est diffusée le mardi à 21h avec une rediffusion le jeudi
à 10h. Merci, au revoir et à la prochaine occasion.